Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 27e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. J'en profite pour vous annoncer ici que les épisodes solo vont prendre une petite pause, mais qu'en attendant leur retour, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @lanicheaventure, pour participer au live qui les remplace. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Sarah et Pierrick. Sarah et Pierrick sont les heureux humains de Enzo, et tous les trois, ils ont fait un tour d'Europe à vélo. Alors dans cette discussion, ils nous racontent cette aventure, les 3 mois à vélo qu'ils ont passés sur la route avec un chien de 35 kg. Sarah et Pierrick nous partagent leurs anecdotes, leurs futurs projets, mais surtout tout un tas de bons conseils pour se lancer dans une telle aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sarah et Pierrick. Et bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous accueillir sur La Niche aujourd'hui. On va commencer par les présentations, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous souhaitez. Qui êtes-vous ? Ouais. Alors moi je suis Sarah, je suis infirmière, j'ai 28 ans, je suis la propriétaire d'Enzo, qui en a fait le voyage à vélo dont on va parler là. Du coup, moi, Pierrick, 30 ans, compagnon de Sarah et du coup, beau papa de Enzo, le chien voyageur. Voilà. Ok, trop cool. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Enzo ? Enzo c'est un chien qui partage ma vie depuis 8 ans. C'est techniquement un golden qui est croisé avec un labrador. En gros, ça fait une sorte de flat coat, un grand flat coat qui fait 35 kg, qui est lourd à porter à vélo. C'est un chien qui est toujours à côté de moi. Je voyage avec lui, je l'ai toujours emmené partout, donc c'est un peu c'est la partie poilue de mon âme, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. C'est mignon ça. Alors, quelle était votre expérience avant d'avoir Enzo ? J'imagine que votre expérience est différente du coup. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez toujours eu des chiens ? Est-ce que ça a toujours fait partie de votre vie ou pas du tout ? Moi oui, moi j'ai vécu à la campagne et on a toujours eu des chiens à la maison, plein de chiens, enfin plein de chiens à la suite et plusieurs en même temps. Et du coup, moi j'étais persuadée d'être un chien quand j'étais petite. Je parlais à mon chien, je jouais avec lui tout le temps. Enfin, on avait une interaction qui était sympa. Après, c'était des animaux qui vivaient dans le jardin et du coup, il n'y avait pas cette relation que j'ai actuellement avec Enzo, parce que c'était comme ça qu'on faisait. Voilà. Mais moi, les chiens, ça a toujours été un truc assez essentiel dans ma vie. Moi, de mon côté, c'est pareil. Mes parents, on a grandi à la campagne, on a toujours eu des chiens, pareillement, de races différentes, de caractères différents. J'ai toujours eu des interactions un peu comme ça, pas forcément à m'en occuper sur le plan global, mais à apprécier la compagnie, à essayer de communiquer avec eux, à juste voilà, faire des petites interactions à gauche à droite. Mais c'est vrai que depuis que j'ai quitté le domicile parental, j'ai pas eu du tout d'interaction avec d'autres chiens, mis à part depuis que je suis avec Sarah, depuis 2 ans et demi, avec du coup Zozo également. Voilà. Ok. Et du coup, toi, Sarah, qu'est-ce qui t'a motivée à prendre un chien une fois adulte alors ? On m'a un peu boosté en fait. Le truc c'est que j'ai du coup toujours eu des chiens. Ado, j'ai perdu mes parents et du coup j'ai dû abandonner mon chien. Et ça a été un truc pas mal marquant dans ma vie. Et puis j'ai gardé mon vieux chat que j'ai toujours, mais c'est pas pareil qu'avoir un chien. Après je suis partie dans un centre équestre pour faire une sport-étude qui s'appelle Fearful. C'est un truc d'éducation comportementale pour chevaux. Et du coup là-bas, j'ai rencontré plein de gens, mais il me manquait mon chien. J'ai adopté un cheval, mais il me manquait un chien. Et du coup, j'ai des copains pour mes 20 ans qui m'ont dit écoute, t'as pas le moral, un chien ça te ferait du bien, viens on t'offre un chien. Donc c'est à pas faire d'offrir un chien, mais bon, ils m'ont proposé de le faire. Oui, c'était consenti, c'était coup, pas une grosse surprise quoi. C'était consenti, Ouais. bien sûr, c'était pas du tout une surprise. Et du coup, ce soir-là, je crois quand ils me l'ont dit, j'ai cherché sur le Bon Coin, j'ai passé la nuit sur le Bon Coin. Je pense que c'est pas non plus à conseiller, mais bon. Et j'ai vu cette espèce de boule de poil là qui devait avoir 2 mois en photo, et je me suis dit vas-y c'est lui. Et du coup on a été avec mes copains le chercher le lendemain. Et du coup j'ai récupéré cette petite chose dans ma vie, qui était une super
une super surprise, super truc. Ouais, c'est chouette. Au début, c'était pas simple de ce que tu disais de la relation avec le Ouais, au zozo. début, je m'attendais à avoir un truc hyper fluide parce que j'avais jamais eu un chiot et du coup, c'était pas si fluide que ça. En fait, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à communiquer ensemble. Et en fait, au début, il m'emmerdait parce qu'il avait besoin de sortir, il avait besoin de plein de trucs et moi, j'étais pas habituée à donner autant, mais c'est trop bien parce qu'en fait, il a appris trop de trucs. C'est cool. Et du coup, sur le choix de la race ou en tout cas du type de chien, comment ça s'est fait? C'était un peu du hasard parce que t'es tombée sur lui ou c'était réfléchi? Ouais, c'était à demi réfléchi, hein. J'avais regardé un peu, je sais pas pourquoi dans mon imaginaire, je voulais un loup tchèque ou un truc qui fait un peu sauvage. Puis j'ai lu un peu des choses dessus et je me suis dit que c'était pas du tout une bonne idée. Je vivais dans ce centre équestre avec des enfants en stage tout le temps. Je voulais pouvoir l'emmener partout. Je voulais un chien qui soit quand même assez souple et j'avais lu que ces chiens-là, c'était quand même plus compliqué pour eux, ce type de mode de vie. Et du coup, je pense qu'il m'a fait penser à mon chien d'enfance. Et il avait un peu la même tête et je me suis dit que, je sais pas, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et il avait une petite tête mignonne. Et il était pas loin, je sais pas. Il m'a fait tilt, mais pas eu un choix très très réfléchi derrière. De toute façon, toi, tu préfères les chiens un peu costauds, un peu poilus, des sortes de Ah ouais, je voulais un gros chien par contre. Ouais, Ok. un gros chien. critères importants. C'est chouette. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un voyage que vous avez fait avec Enzo, qui est un voyage à vélo. C'est un sujet dont on me parle pas mal depuis que j'ai commencé ce podcast-là. Donc, je suis hyper contente d'enfin aborder le sujet aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce voyage? Comment ça s'est préparé et où est-ce que vous êtes allés? Racontez-nous. On est pas mal voyageurs tous les deux et du coup, on a toujours un peu des idées saugrenues et qui nous viennent un peu sur des coups de tête. Donc, on est parti à La Réunion sur un coup de tête. On a acheté un camping-car sur un coup de tête. Et du coup, un peu de temps après avoir acheté le camping-car, je sais pas pour quelle raison. Si, je sais pourquoi, parce qu'on a vu, moi je suivais sur Instagram un couple qui s'appelle Two Bike Three, qui voyage avec leur bébé en Europe. Et je me suis dit que si on pouvait voyager avec un bébé, on pourrait très clairement voyager avec un chien. Et du coup, de là, j'ai dit à Pierrick, bah vas-y, viens, on part au Cap Nord à vélo et on emmène Zozo. Et puis on y a réfléchi et je crois qu'on est parti 3 mois après avoir commencé à parler de ça. À peu près, ouais. On a commencé à en discuter. Et en fait, les choses étaient relativement intéressantes. Elle m'a montré un petit peu ce que ces gens-là faisaient avec leurs enfants. Et du coup, au début, j'étais un peu... Moi, je suis un peu le pragmatique entre toi et moi. Toi, t'es un peu la fofolle et moi, je suis le pragmatique. Et du coup, oui, peut-être. Et puis, à force d'en discuter, c'était un beau projet. Et du coup, on s'est réparti les tâches et on a mis quelques mois seulement pour faire la destination, l'équipement, pour avoir tout... voilà. Alors je pense que c'est un voyage qui se prépare normalement sur plus que 3 mois en fait, parce que c'est déjà compliqué de trouver des vélos, du matos et tout ça. On a fait tout un peu comme des fous furieux, mais En parallèle de plein d'autres projets, on était, enfin, on fait plein de trucs actuellement sur des maisons, l'immobilier. On va voir des copains à gauche, à droite. En plus, puis on bosse aussi. on travaille en tant qu'infirmier intérimaire, donc du coup, on bosse sur plein de départements avec le camping-car et tout et tout. Donc, c'est vrai qu'au milieu de tout ça, fallait réussir à trouver un espace pour ça, et on a réussi finalement. Même si finalement, on l'a pas si bien préparé que ça. Non, du tout, ouais. Une vie bien remplie quand même. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Et alors, vous êtes allés où? Eh ben, on n'est pas allé au Cap Nord. Parce que c'était pas possible physiquement. On s'était mis en tête qu'on ferait au moins 100 km par jour en fait. Avec un chien et trop de bagages, on fait plutôt 50 par jour. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà pas mal en fait, ouais. Et puis en fait, c'est bien de prendre son temps. On ne pensait pas au début, mais en fait, c'est un voyage où il faut prendre son temps quand on voyage à vélo, sinon on part en avion quand on n'a pas le temps. Et puis en fait, le Cap Nord, on est parti mi-juillet et c'est pareil, c'était trop tard pour monter si haut. On pensait pas, enfin, on pouvait pas atteindre cette destination-là. Et du coup, on est monté au nord de la France. On a fait passer par la Belgique, par les Pays-Bas jusqu'à Amsterdam. De Amsterdam, on est monté à Hambourg en Allemagne, où on a pris un train de nuit. C'est là qu'en fait on a décidé de partir pas au Cap Nord, mais plutôt dans le sud de l'Europe. Donc on a pris un train de nuit qui nous a emmenés à Vienne, en Autriche. Et ensuite, on est descendu en Autriche, en Slovénie, en Croatie. Et puis on a zigzagué. On a zigzagué, on a descendu une grosse part de la Croatie. Et de là, on a pris un ferry pour l'Italie. On a fait un petit bout d'Italie et on est remonté en voiture après. Il fallait qu'on remonte, donc on est remonté un peu en express. Oui, en express, avec chien, bagages, vélo, tout ça, jusqu'à arriver au sud de la France, où le voyage s'est terminé. C'était prévu la remontée?
Non, il n'y avait rien de prévu. Non. Non. En général, il y avait peut-être une semaine de prévu à l'avance, et mais le reste, encore, ouais. C'était de l'impro c'est de totale. l'impro. Ok. Ouais, c'est cool. Et alors, comment, donc votre préparation, elle a été plutôt courte, mais comment vous êtes préparé concrètement? Comment on se prépare à partir, combien de temps? 3 mois, c'est ça? À vélo? Avec un chien? Ouais, 3 mois et demi. Et ben, il faut du matos. Il faut bien réfléchir à son matos. Ouais. Je pense qu'il faudrait un entraînement physique qu'on n'avait pas du tout parce qu'en fait, on n'est pas du tout cycliste. Donc, on a posé nos fesses sur les vélos. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vélo. Et ça faisait mal. Et ça faisait mal, ouais. Et puis, je pense qu'il faut entraîner son chien aussi. Et c'est pas du tout comme ça qu'on l'a fait. Mais en tout cas, moi, j'ai bossé plutôt sur la partie trouver le matériel pour le chien et comment faire pour que ce soit pas compliqué avec lui. Donc, t'as fait l'itinéraire aussi, et moi je me suis occupé du matériel, vélo, réparation et tout le reste, quoi, les équipements de pluie, les trucs, tout le reste. Ok. Ouais. Alors déjà, moi, je reviens sur une question. Pourquoi avoir choisi de partir en vélo? Et bah, moi j'ai peut-être un T'as élément une de réponse à réponse. ça? Parce que, effectivement, bah, déjà, l'avion, c'est bof, surtout les longs trajets avec le chien. Ouais. Ouais, moi je suis Il pas n'a pas très été très ok. habitué. Toi, t'es pas très à l'aise avec l'idée, et puis on sait pas trop comment ils sont traités une fois qu'ils passent. Bref. Donc ça, c'est déjà non. À pied, on l'a déjà fait. On a déjà fait pas mal de trucs séparément, en tout cas. Même à la Réunion, on a fait beaucoup de sacs à dos. Donc c'était sympa. On avait pensé à un moment faire du stop aussi. Pour tester le stop, donc peut-être ce sera le thème d'une prochaine vidéo, d'un prochain podcast qu'on pourra faire. Mais en tout cas, voilà, là on s'est dit, on veut aller loin en Europe, et vélo, c'est peut-être plus simple pour avoir du matériel avec nous. Et le côté physique aussi, le fait d'avoir une activité physique pour y arriver, pas que ce soit un peu éprouvant. Parce que le camping-car, en fait, c'est très confortable, alors que là, on avait envie un peu de se mettre à l'épreuve. De se bouger aussi et d'être acteur De du bouger un peu. voyage. Ouais, C'est ça. autrement. Ok. Et alors, en termes d'équipement, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Enfin, j'imagine qu'on part pas avec son vélo qu'on a là pour tous les jours pour faire des petits trajets, le truc qu'on prend 2-3 fois, deux, trois Tout à fois par fait. an. Bah, alors du coup, au niveau du vélo, il faut déjà des vélos un peu particuliers, effectivement. C'est pas si compliqué dans le sens où il faut juste un cadre, l'armature du vélo qui soit solide, en général en acier, quelque chose bilou chouette. Il y a plein de modèles qui existent. Il faut que la transmission du vélo, elle soit plutôt faite pour les monter. Parce qu'en descente, dans tous les cas, avec un chien derrière, ou même des bagages, on va vite. Donc c'est pas un souci d'aller vite en descente, c'est surtout de pouvoir monter tout le pactage en montée. Et il faut des jantes solides aussi. Voilà. Après, chacun trouve son truc, mais moi je me posais la question du cadre en alu. Est-ce que on peut faire un truc en carbone? Je pense que c'est pas possible. En alu, j'ai quelques doutes, mais voilà. Et surtout, pas de suspension. Voilà, on évite les VTT sortis du garage, parce qu'en fait, sauf si on peut bloquer les suspensions à chaque coup de pédale vont absorber une partie de la force qui est mise dans. Donc ça va nous faire pédaler beaucoup pour rien. Ok. Parce que, ouais, ce que tu décris, c'est valable pour nous qui avions 50 kilos de remorque et de chien, plus combien on avait? À peu près 30 kilos chacun sur les vélos. Moi, je crois que avec le chien, enfin tout ce que je tractais, je crois que j'étais à quoi? 110? Ouais, c'était dément. C'est pas du 110 tout kilos. raisonnable hein, en termes de quantité. Bah, ça faisait à peu près 2 fois mon poids. Voilà. Et toi, Sarah, t'étais à 20 kilos en moins, peut-être, un truc comme ça. Ouais, Enfin, bref. c'est un peu Mais moins. parce que on n'avait pas tous les équipements de fou, on avait une énorme tente qui était beaucoup trop lourde, on avait des trucs pas adaptés. Quoi. Et donc Enzo, il était où pendant ce voyage? Genre, est-ce qu'il vous suivait à pied? Est-ce qu'il était avec vous sur le vélo? Comment ça s'est passé? Alors Enzo, il avait sa remorque de Prince. Donc il était beaucoup derrière nous. Sur les 50 km par jour, il était la majorité du temps dans la remorque et il devait courir 3-4 km. Mais c'est pas un grand sportif, Enzo. Il a des petits soucis à la hanche en plus, donc on pouvait pas non plus lui demander des efforts disproportionnés. Puis en fonction des routes, il y a des routes plus ou moins adaptées pour le faire courir à côté. Donc on le faisait. Après, il était constamment avec nous, donc c'est vrai qu'il avait son temps d'extérieur, mais on le faisait courir un peu quand même. Parfois dans les montées pour se soulager un peu du poids de. Mais sinon, donc il avait une grande remorque et j'ai mis beaucoup de temps à la trouver parce qu'au début, on m'avait orienté sur des remorques pour enfants qui sont pas mal, mais pour des petits modèles de chiens. Peut-être pour le tien, ça serait adapté.
Mais avec un chien de 35 kilos, bah, en fait, il faut un truc qui puisse tenir la route, qui bascule pas sur le côté, dans lequel il puisse se mettre debout, que ça touche pas son garrot, Mm. qui se retourne, qui se couche. Ça fait une grande remorque. Ça fait une grande remorque, ouais. Ouais, ouais. Et donc, on a trouvé une marque qui s'appelle Cruiser, qui est une marque Allemand. allemande, qui fait même des plus grosses encore que celles qu'on a, Mhm. pour les gros chiens. Et du coup, elle était vraiment bien parce qu'il pouvait être à l'aise dedans, en fait. Et il a vite trouvé sa place là-dedans. Il y avait plein de fenêtres aussi, devant, Ouais. au-dessus, derrière, il avait plein de trucs où il pouvait voir tout autour. Donc ça, vraiment, dans les descentes, ça le faisait vraiment kiffer, c'est d'avoir les oreilles au vent. C'est vrai. Genre, vraiment, c'était son kiff. Ah, c'est cool. C'est trop bien. Ouais. Après, si je peux conseiller des trucs sur la remorque aussi, je conseillerais qu'elle soit pliable parce que c'est quand même très pratique. Même pour le train, si vous avez envie de vous prendre un B&B pour souffler, bah, en fait, c'est très pratique de pouvoir la plier. Je dirais même juste obligatoire, parce Oui, qu'il y a, ouais. il y a des trains, des compagnies de trains, même je pense la majorité, vont pas accepter en fait, parce que si on vient avec les vélos, plus les bagages, plus le chien, et encore à deux, si en plus on vient avec une remorque pour gros chien qui se plie pas, ils vont vous dire niet, en fait vous rentrez pas, c'est pas envisageable. Donc c'est obligatoire d'avoir un truc qui se Ok. plie. Et puis, un coussin dans le fond, un truc confortable parce qu'en fait, il passe quand même au moins 5 heures par jour, donc qu'il se chope pas des escarres et qu'il ait pas mal aux patounes. Et on a fait faire par la mère de Pierrick, qui est couturière d'ameublement, une super bâche étanche parce que quand il pleut, il se retrouve pas inondé dans sa chariote. Et ça, je comprends pas pourquoi la marque a pas pensé à fabriquer un truc adapté, mais ça, c'est vraiment essentiel. Mm. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui sont en voyage en vélo en Europe qui m'ont contacté là pour me demander comment faire pour fabriquer une truc étanche parce qu'ils sont partis sans et ils étaient en difficulté. Donc ça, je le conseille. Ok. Est-ce que niveau équipement, il y a d'autres choses à prévoir au-delà des vélos et de la remorque? Il faut évidemment le carnet de vaccination à jour parce que sinon on passe pas aux frontières. Nous, on avait une grosse trousse à pharmacie pour Enzo, peut-être même plus grosse que pour nous, parce qu'en fin de compte, les cliniques vétérinaires, elles sont pas trouvables partout. Mm. Et du coup, si vous êtes à 60 km de la première clinique véto, il faut être capable de pouvoir gérer en attendant. Parce qu'à vélo, ça va quand même moins vite qu'en voiture. Donc moi, je conseillerais d'aller voir son véto pour avoir une petite trousse à pharma bien complète et connaître un petit peu les signes cliniques pour pouvoir adapter les médicaments. Mm. Après, des choses basiques comme tous les jours, mais une pince à tique, tout ce qui est antiparasitaire, tout ça, surtout en voyage, parce que des tiques, il y en a partout quand on dort dans la forêt. Et puis des bandages, des protections pour les pattes, si jamais. J'ai vu des gens qui avaient leur chien qui courait beaucoup à côté du vélo. Il faut vraiment penser aux coussinets parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce rythme-là, les coussinets de nos chiens. Mm. Donc il faut le temps qu'il se fasse. Puis après, le classique gamelle, laisse, harnais, muselière absolument, même si on a un chien adorable et que sa muselière, il l'avait autour du cou, mais dans les trains, ils te laissent pas prendre le train si t'as pas une muselière. Mm. Nous, ce qui nous a manqué, c'était un manteau ou un petit duvet pour qu'il ait chaud la nuit. On avait une couverture, mais en fait, là, il commençait à faire froid et c'était pas suffisant, donc ça, c'est pas mal, je pense, de trouver un manteau. Ok. Et donc, du coup, tu as évoqué que des fois, vous dormiez dans la forêt. Moi, c'était ma question. Où est-ce que vous dormiez? Comment vous logiez? Alors, j'imagine que c'est pas tout le temps en tente et tout le temps dans la forêt, sur 3 mois et demi. Mais comment ça s'est fait? Et bah du coup, on a découvert une application qui s'appelle Warm Shower, qui est vraiment super cool. Ça te permet de dormir chez des gens qui sont inscrits. C'est le même principe que Couchsurfing, Ouais. mais pour des personnes qui font du vélo. C'est ça, c'est principalement pour les cyclistes. Donc c'est des cyclistes qui dorment chez les cyclistes. Donc ils sont habitués à toutes les problématiques comme la difficulté de prévenir en avance pour les voyages, etc. que tu vas faire. Donc c'est une très bonne application qui est surtout très développée dans le reste de l'Europe. Ok. Belgique, Pays-Bas et je pense Allemagne, ça doit fonctionner vraiment fort. Dans les pays où ils font du vélo, quoi. C'est ça. Ensuite, on a fait du camping, pas mal, donc sauvage, du camping aussi où on payait des petits emplacements de terrain. Parfois des B&B pour se ressourcer un peu, parce qu'il y a eu des passages qui étaient plus compliqués. Ouais. Mais on en reparlera juste après du B&B, mais il y a surtout un truc, c'est qu'on toquait sinon chez les gens, et on leur demandait si on pouvait prendre un bout de jardin chez eux, ou si on pouvait dormir quelque part, et puis en fait, très 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 souvent, ils nous ouvraient la porte pour poser la tente, ou même une pièce, une chambre, etc. Et c'était des rencontres super, vraiment super.
Et même dans des pays où on parlait pas la langue, et où en fait on a dormi chez des gens qui nous ont ouvert leurs portes, et on a dormi dans le lit de leur fille, je crois. Et en fait on parlait pas, ils parlaient slovène et nous on parlait français et anglais, donc c'était rigolo. Mais Mm. ouais, c'était des belles rencontres. On a mangé du pâté le matin. Du pâté au Voilà. petit-déj, c'était Pâté au chouette. petit-déj. Oui. Mais non, ça c'est un truc qu'on n'a pas osé faire au début, et en fait quand on a découvert qu'on pouvait toquer aux portes pour demander l'hospitalité ou même demander de l'eau en fait, et ben ça nous a changé la vie, et c'est devenu même presque le pourquoi on faisait ce voyage. En fait, je pense qu'au début on savait pas pourquoi on faisait ce voyage, on savait pas trop ce qu'on cherchait, et en fin de compte on a trouvé ça, c'est pour rencontrer des gens en fait. Et c'était vraiment top. Au début, on voulait effectivement aller au Cap Nord, c'était le truc du ça va être top, défi physique, c'est super joli. Et en fait, petit à petit, comme on a dû ralentir la cadence, ou s'obliger à ralentir la cadence qu'on s'imaginait avoir, et ben en fait, quand on a découvert ça, ça a été une révolution. On s'est dit, mais en fait, c'est ça, c'est de la relation humaine en fait. On va juste kiffer et présenter Zozo à plein de gens et juste, voilà, aller au fur et à mesure. Ah, c'est cool. Globalement, est-ce que la présence d'Enzo dans ce voyage-là a pu à certains moments être bloquant? Je pense à des voyages, à des transports, puisque tu as dit tout à l'heure que vous preniez le train. Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas passé, où ça a failli pas passer, où ça a été un peu plus compliqué? Bah, c'était qui tout double, je pense, parce qu'il y a des fois où on a été hébergé juste parce qu'on avait le chien. Parce qu'en Ok. fait, les gens, ils adoraient les chiens et ils l'avaient vu en photo et ils voulaient le rencontrer. C'était marrant parce qu'il était accueilli comme un roi. C'était très très drôle. Parfois, on nous posait pas mal de questions en amont, genre est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'on essayait de le présenter en disant qu'il était calme et sage et posé? Et donc, on sentait que ça freinait un peu, mais en fait, souvent, il disait oui. Après, il y a eu plein de non-réponses, donc on a peut-être eu des non-réponses à cause de ça, mais ça, on le saura jamais. Pour les BNB, ça a jamais posé de soucis, et moi je l'emmène souvent en BNB de manière générale, et en fait ça c'est jamais été un problème. Et dans les trains, c'est plus compliqué parce que toutes les compagnies n'acceptent pas les chiens. Il y a des compagnies où c'est payant, on peut pas réserver en ligne souvent pour les chiens, il faut appeler la compagnie. Sauf que quand t'es en Croatie, appeler en croate, c'est quand même vachement moins rigolo. Donc on a eu un peu de difficulté avec ça. Et puis parfois il faut réserver la cabine entière, parfois on n'a pas le droit de réserver une cabine, il faut être sur le pont pour un ferry par exemple. Donc c'est vraiment à la tête du client, quoi. Enfin c'est compagnie dépendante. Et puis parfois c'est refusé en fait. On savait pas comment remonter au début de la Croatie. Et en fait, pour prendre des trains en Italie, il y a plein de compagnies où on peut pas prendre de train avec un chien. Donc ça limite fortement le. Ouais. Soit tu prends le vélo, soit tu prends le chien. Mais Mais c'est il l'un n'y ou a pas l'autre. vraiment de Tu peux pas tarif faire où les tu deux. prends les deux avec Ah toi. ouais. Voilà. Ok. Donc il faut être un peu vigilant. Et puis l'avion, ce qu'on disait, c'est que souvent ce que font les voyageurs à vélo, c'est qu'ils se font rapatrier un peu en avion quand ils en ont marre. Quand ils sont en Turquie et qu'ils ont envie de rentrer. Avec un chien, on peut pas faire ça, ou alors il faut se faire livrer une caisse de transport. Bah puis, oui, c'est d'autres choses, ouais. c'est compliqué. Donc pour le retour, il faut l'envisager différemment en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde peut faire un voyage comme ça? Oui, je pense que tout le monde peut faire un voyage comme ça, avec plus ou moins d'entraînement en fonction de vos capacités physiques, et puis des capacités mentales, parce que mine de rien, mentalement, il faut quand même faut tenir. Il y a des jours où c'est pas évident. Ça devient un quotidien en fait. Ça devient un quotidien qui est pas tous les jours rigolo. C'est pas juste l'aventure tout le temps. C'est l'aventure les 15 premiers jours, et ensuite c'est la réalité tout le temps, de pédaler, de trouver un endroit où dormir. Donc il faut avoir un peu plus ou moins d'entraînement mental pour ça. Et puis c'est pareil pour le chien. Je pense que nous on a un chien qui est très habitué à bouger avec nous, et qui est vraiment souple en fait. Enzo, il est hyper adaptatif. Donc ça a été très simple pour lui. C'est pour ça qu'on ne s'est même pas entraîné d'ailleurs en amont, c'est que je savais que ça passerait pour lui. Mais je pense que c'est pas le cas pour tous les chiens. Je pense qu'il y a des chiens pour qui ça doit être très stressant, très. Donc là, ça nécessite une préparation autre de peut-être plusieurs mois en amont, pour habituer le chien rien qu'à la remorque. Il y a plein de gens qui me disent qu'en fait, rien que mettre leur chien dans la remorque, c'est la croix et la bannière. Donc nous, ça l'a été les 2 premiers jours. On a beaucoup récompensé quand il était dedans. Et puis en fait, au bout de 2 jours, il a compris que c'était le moyen pour nous suivre. Et du coup, il y avait pas. Enfin, c'était. Je lui dis hop, tu montes, et il montait. C'est devenu sa cabane.
Et petit à petit, il y a un entraînement qui se fait en fonction de ce que tu lui proposes aussi. Au début, il monte dans la remorque et tu récompenses. Et en fait, il dit ok, trop cool, j'ai des récompenses quand je monte. Et après, quand il voit qu'il va passer plusieurs heures, jour après jour dedans, il y a des comportements qui changent aussi chez lui. Et du coup, c'est un entraînement un peu perpétuel en fonction de la saison. Est-ce qu'il pleut et dans ce cas-là, il y a la bâche par-dessus, ce qui est un autre environnement pour lui que quand il fait beau et qu'il a la tête dehors. Donc continuellement, en fait, on doit réapprendre et se réadapter avec le chien aux conditions du voyage. Donc pour la préparation, ça va vraiment dépendre. Même peut-être plus. En fait, c'est un voyage enfin, quand on part avec son chien, c'est vraiment un voyage qui va dépendre du chien et pas trop de nous. On doit quand même beaucoup se tourner vers lui. Par exemple, on est parti, c'était la canicule. Et ben, on n'avait pas prévu de devoir s'arrêter toutes les 2 heures dans un lac pour qu'il baigne pour se rafraîchir. Faut pas que le timing soit trop serré comme un voyage. En fait, il y a plusieurs types de voyages à vélo. Nous, on a vu pas mal de personnes qui traçaient. Ils faisaient du 100-120 km par jour avec des biclowns. Ils étaient ultra légers. Ils passaient 8 heures sur le vélo à fond la caisse. On peut pas faire ça avec le chien. Même si on est très bon, enfin, physiquement parlant et tout, le chien, lui, s'il y a un truc qui l'embête, il va falloir trouver une solution, et si ça veut dire faire des crochets à gauche, à droite, il va falloir les faire. Donc vraiment, c'est au rythme du chien qu'il faut anticiper ce voyage. Bah, et puis il comprend pas en fait, c'est ça quand même le constat qu'on a fait, c'est qu'il comprend pas que tous les jours on bouge. Alors il finit par trouver une sorte de rythme dans ce non-rythme, mais lui il sait pas pourquoi est-ce qu'on monte dans la chariote et qu'on part et où est-ce qu'on va dormir et qu'est-ce qui va se passer, et quand on a un B&B, est-ce qu'on va y rester 1 an ou est-ce qu'on va y rester 2 jours. Ça demande une souplesse intellectuelle pour lui, je pense, quand même. C'était presque plus dur en fait le B&B pour lui que le camping, parce que effectivement au fur et à mesure il s'habitue, et quand il sort de sa chariote, il sait qu'il a 1 heure pour aller découvrir toutes les odeurs autour, forêt, comment dire, parc, plage, lac, enfin. C'était la fête, ça, pour lui. Et je pense que véritablement ça a été une période qu'il a beaucoup apprécié, le fait de découvrir l'Europe et d'aller laper dans tous les petits coins de rivière d'Europe. Il était genre ok, ça là c'est bien. Ouais, et je pense qu'il a bien aimé, hein. Il est revenu, il a fait une petite déprime au retour de voyage. C'est ce que même, j'allais vous parce demander, que, comment ça s'est passé le retour? pour moi c'était un peu salvateur parce que j'étais fatiguée et j'avais besoin de me poser un peu. Et puis on avait envie d'envoyer sur d'autres choses aussi. On aime bien quand ça bouge. Mais pour lui, par contre, ouais, moi j'ai trouvé que c'était plus dur parce que il passait de H24 avec nous à être un peu moins avec nous parce qu'on a repris le boulot. Et puis à faire moins de balades forcément, je sais pas combien d'heures de balade il faisait par jour en fait, mais c'était dément. Donc ouais, il a pas trop aimé le retour. Là, il s'est refait un certain rythme, mais pareil, il était un peu anxieux quand on partait avec les vélos sans lui. Il se demandait pourquoi on partait avec les vélos et on le laissait, et il a fallu le rassurer pas mal sur le fait qu'en fait on revient tous les soirs à nouveau. Il y a eu aussi un petit truc par rapport une sorte de protectionnisme un petit peu qu'il faisait par rapport à nous, par rapport à quand il était dans la chariote, quand il était dans la tente, parce on était doté d'une énorme tente, où il avait sa propre chambre dedans. Ouais, c'est génial, un vrai pacha. Et du coup, je pense que c'est pareil de passer d'un état où il est tout le temps avec nous, à nous suivre, pour nous protéger, pour être là, un peu garant de notre sécurité, et d'un coup d'un seul, de plus avoir ce rôle-là au quotidien. Je pense que ça l'a déstabilisé le temps qu'il retrouve un équilibre en disant en fait, non, c'est tranquille, là il n'y a pas de danger. Ouais, parce que c'est vrai que moi il me sert un peu de protecteur, je sais pas si c'est bien ou pas, mais depuis toujours c'est un peu mon garde du corps quand même. Et du coup en camping sauvage, je pense qu'il a bien senti que j'avais besoin de ça et je dois renforcer un peu ces comportements-là, et du coup alors il est pas agressif, mais il est un peu vigilant en fait, il est en survigilance quand il y a des gens qui s'approchent, tout ça. Donc, après moi c'est ce que j'attendais de lui. Oui, Des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Donc ouais, du coup il faut, je pense, soit se préparer un peu physiquement parce que c'est pas anodin, mais aussi le chien, vraiment au niveau comportemental, l'habituer à l'équipement, l'habituer au style. C'est important de réfléchir à qu'est-ce qui vont être les points par rapport au caractère de l'animal, qu'est-ce qui peut éventuellement le plus le déstabiliser, et essayer de travailler là-dessus en amont pour limiter les risques et les soucis au début du voyage. Ok.
Est-ce que vous considériez qu'il y aurait une éducation particulière à transmettre à son chien avant de faire un tel voyage? J'imagine déjà une bonne sociabilité, parce Ouais, qu'il va voir du monde, il va voir du pays, comme on dit. oui. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier que vous avez travaillé ou vous avez dû travailler au moment T? Je pense qu'il faut bien, bien le connaître quand même et bien le comprendre parce que j'imagine que partir avec un chien, on connaît à peine, c'est quand même pas évident. Effectivement, qu'il soit pas hyper réactif à tout et n'importe quoi, sinon lui, ça va le mettre en difficulté. Je pense qu'il faut, s'il est stressé de base, il faut apprendre à le déstresser un peu parce que sinon ça va être très dur. Moi, il répond bien aux ordres simples, il marche au pied, donc c'est quand même très confortable. Il va pas partir bille en tête. Bon, une fois de temps en temps, il part bille en tête sur un lapin, mais c'est très 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 occasionnel, donc c'est pas. Je pense qu'effectivement, un chien qui fugue ou qui est pas hyper connecté à son humain, c'est peut-être un peu plus compliqué. Nous, on est très connectés tous les deux, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Lui apprendre à marcher à côté du vélo et à être hyper rigoureux là-dessus. Je pense que moi j'ai vraiment été hyper rigoureuse pendant tout le voyage, à pas du tout l'autoriser à quand il est à côté, parce qu'en plus il est en liberté. Moi je suis tout le temps en liberté avec lui. C'est un choix que j'ai fait et du coup même en vélo il était libre à côté et du coup il y a que ma voix qui va l'orienter sur il faut attendre et du coup il faut être hyper rigoureux et hyper avoir un bon timing pour que ça matche bien parce que sinon c'est un coup à ce qu'il se fasse bigner par une voiture. Bah oui, oui. Donc vraiment Mm. la marche au pied et la marche à côté du vélo et le fait de s'arrêter et tout ça, je pense que ça c'est un truc essentiel pour un voyage à vélo. Ça peut être des choses, par exemple, à travailler un petit peu en amont, voir avec son chien, parce que c'est vraiment agréable de l'avoir juste à côté, marcher au pas sur des sentiers un peu tranquilles. Et ça peut être une bonne base d'entraînement déjà pour la connexion avec le chien Mm. en Ouais. amont. Ouais, renforcer plus les bons comportements tout le temps, tout le temps, tout le Mm. temps, quoi, pour, euh, pour Pour que ça faire se de passe bien. l'ancrage. Ouais. Ouais. Enfin, avoir un chien qui passe partout, qui a une bonne gestion de ses émotions, et qui soit bien Oui, connecté, ouais, ouais, c'est important. tout à fait. Mm. Et je pense qu'il y a la question de l'âge aussi, peut-être. Enfin, je pense faire ça avec un chien mature, c'est pas la même chose non plus que faire ça avec un jeune chien. Alors, bien sûr, on ne fait pas ça avec un chiot, au cas où l'idée vous Mm. traverserait. Mais, mais Les gens qui le font. Hein. ouais, on voit de tout, malheureusement. Mais un jeune chien, je sais pas, qui aurait 2 ans, donc qui serait apte physiquement à faire ça, mais qui serait encore un peu tout foufou dans sa tête, qui ne saurait pas trop se poser, etc. Je pense que c'est nettement plus compliqué et tu peux vite être beaucoup plus en difficulté qu'avec un chien voilà, mature, qui est déjà habitué à suivre le mouvement, à t'écouter et à Ouais, kiffer c'est de vrai. son côté, mais tranquille, quoi. Je pense que ça va vraiment dépendre du caractère du Ouais, chien aussi, parce que Enzo, à 2 ans, ça aurait été aussi gérable, je pense. ouais, Il a toujours ok. été hyper réceptif, donc je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ce Zozo-là qui est hyper sage. Et disons que dans le voyage, en fonction de par où on passe, par exemple, on passe par plein d'endroits différents. Des endroits dans la campagne, dans la forêt, sur des routes parfois très denses avec beaucoup de trafic. Donc je pense que c'est à chacun aussi d'évaluer l'intérêt. On parlait de courir au pied à côté du vélo. On peut très bien le faire, même avec un chien relativement jeune et qui n'a pas encore une sorte de calme, de maturité, sur des chemins, par exemple le canal de Nantes est très propice pour ça. Il n'y a aucune voiture qui circule, et si le chien il veut sauter à l'eau pour aller choper un canard, bon, c'est pas trop. Au pire, il est mouillé. Mais il n'y a pas trop de danger, de risque en particulier. C'est un bon terrain de jeu Bah, pour lui apprendre ce genre de choses. d'ailleurs, on faisait pas ça sur des routes Jamais. dangereuses, parce que même si je connais bien Enzo et qu'il obéit bien, enfin, il peut faire un écart pour X raisons, et du coup, non, on prenait surtout pas le risque. On était vraiment sur des chemins de campagne, en fait, Ouais. quand on le lâchait. Tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Sinon, effectivement, faut le mettre en laisse. Après, le risque de la laisse à vélo, c'est de tomber avec et de générer un truc encore Mm. plus emmerdant. Mais Traumatique. ouais, ou lâcher la laisse, vraiment, s'il y a un problème, je sais pas. Mais je pense que ça, c'est vraiment, il faut être vraiment rigoureux sur quand on veut l'avoir au pied. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Je voulais faire un petit stop sur l'alimentation, sur la gestion de l'alimentation. Comment vous avez fait pour nourrir Enzo pendant tout ce voyage-là?
Il a jeûné. Non. 3 mois de jeûne, il a perdu 20 kilos. C'est ça, il était beaucoup plus léger à la fin. Beaucoup plus pratique. Pour des raisons de confort de pédalage. Tout à fait. Voilà, je recommande le jeûne. Non, Enzo, il a toujours été aux croquettes, des croquettes gastro-intestinales, parce que c'est un chien qui a le bidou un peu en vrac. Et du coup, ça a été une grosse question qu'on s'est posée, parce que moi, j'avais très peur de changer son alimentation. Mais j'avais aussi pas du tout envie de porter 13 kilos de croquettes par mois ou toi, oui, sur mon vélo. Et du coup, j'ai discuté pas mal avec une amie à moi qui est véto, qui m'a dit écoute, la ration ménagère, c'est un truc qui fonctionne bien, et renseigne-toi là-dessus. Alors, je ne me suis pas renseignée assez. Maintenant, je commence à me renseigner et à connaître un peu plus comment équilibrer ça. Après, je suis pas sûre qu'on puisse équilibrer très très bien une ration ménagère en voyage. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous, on a fait la transition un peu avant le départ. Ça s'est hyper bien passé. Il n'y a pas eu de souci du tout au niveau digestif. Et du coup, je me suis dit que c'était envisageable. On avait pris un stock de 6 kilos de croquettes au cas où, quand même. Qu'en fait, on a écoulé sur les premières semaines, il n'y a pas eu de problème. Et il a du coup été nourri à la ration ménagère sur tout le long du voyage. Et en fait, il mangeait comme nous. Il mangeait matin, midi et soir comme nous, juste avec de la viande. Nous, on mangeait très très peu de viande. Lui, il a mangé du coup beaucoup. Il a mangé toute la part de viande que l'on mangeait pas. Et donc voilà, ça nécessite un peu de taf parce qu'il faut cuire les pâtes, il faut tout cuire en fait. Il y a juste la viande. Alors déjà, j'ai peut-être fait l'erreur de faire ça et je recommande pas de faire ça. J'ai donné de la viande crue, moi, beaucoup. En me disant, oh, le barf, bon, on peut donner la viande crue. Après, je pense que les règles sanitaires en Europe sont pas les mêmes que forcément en France. Et puis du coup, c'était pas congelé, c'était pas cuit. Donc je pense que vraiment, ça, c'était pas une idée incroyable. Il n'y a pas eu de soucis au niveau digestif, mais peut-être qu'il y en avait et que ça se voyait juste pas. Donc je conseille quand même de faire cuire la viande. Voilà. Et lui, ça lui a bien réussi en tout cas. Il a pris du muscle très fort pendant ce voyage. Ouais. Il n'a pas eu du tout de soucis au niveau de son ventre. Et du coup, en revenant, là, je suis en train de me renseigner pour faire un vrai calcul de ration un peu plus adapté que qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est compliqué, hein. Il y a des endroits où en Croatie où il va manger des saucisses gnocchi pendant 2 jours parce qu'en fait, il n'y a que des saucisses gnocchi, quoi. Faut quand même Ok. être prêt à accepter que ce soit pas toujours gégène. Il n'y a pas toujours le boucher ou Ouais. l'intermarché ou le carrefour qui est juste à côté pour prendre vraiment ce que tu veux. Donc, des Ou fois, alors, il faut son stock de croquettes. On n'a pas réussi, nous, à le tirer jusqu'à la Croatie, mais il faut en avoir un peu pour les jours où on est Ouais. en déj de viande, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant parce que Mais je me disais, tu vois, en partant en Europe, tu trouves quand même un peu la même chose que ce que tu as en France, et en fait, non. pas tant que ça. Bah, ça dépend. Là, les parcs nationaux en Croatie, il y a vraiment le strict minimum pour les touristes, et du coup, c'est un peu de la bouffe dégueu. On avait trouvé quand même des choses congelées, mais c'est vrai que fallait anticiper un peu pour pas se faire avoir, en fait. Ouais. sachant que si les personnes veulent ne pas forcément changer de marque ou de type de croquette, on peut pas trouver tout partout. C'est ça le souci. Alors du coup, nous, on avait pensé à cette possibilité. Ce serait pour un voyage à plus court terme. Si les personnes connaissent à peu près les lieux étapes dans lesquels ils passent, les contacter au préalable pour leur demander si une livraison de croquettes ne les dérange pas. Toi, tu me disais qu'il y avait Mm. des gens qui faisaient ça pour les chevaux, par exemple, qui livraient. Ah oui, pour les voyages à cheval, effectivement, t'es obligé de planifier vachement Ah tes ouais, c'est étapes. vrai. Et je sais que bah ouais, sur les treks aussi, des longs treks, on regardait pour faire les Pyrénées, justement, la traversée des Pyrénées, et en fait, il faut se faire livrer ses croquettes. Et donc ça, c'est possible, mais on n'avait rien planifié, donc on n'avait pas du tout envisagé de faire ça comme ça, mais effectivement, on peut se faire livrer, je pense, de temps en temps. C'est une autre possibilité pour les personnes qui ont vraiment trop peur de mal faire à ce niveau-là et de changer l'alimentation pour quelque raison que ce soit. Après, sinon, ouais, avoir des compléments. Nous, on avait quand même des CMV avec et tout ça, et je pense qu'effectivement, se renseigner bien avec un véto-nutritionniste avant de partir, c'est pas mal parce que il y a un besoin en protéines quand même plus important, parce qu'il a une dépense physique importante aussi. Donc, ouais, je pense bien se renseigner. Mais en tout cas, la ration ménagère, c'était Ça vous a un bien bon convenu. deal pour Enzo. Ouais, tout à fait. Ok. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Donc oui, je vais revenir un peu sur les choses à prévoir en termes de santé ou de prévention. Est-ce qu'il y a des vaccins particuliers à faire? Est-ce que vous aviez des contacts véto quelque part? Est-ce que vous avez pris une assurance? Comment ça se passe?
Alors non, on n'avait pas d'assurance. Par contre, effectivement, moi j'ai une de mes meilleures amies qui est veto, donc c'est ça mon contact de veto. Mais de manière générale, en fait, c'est que dès que j'ai un souci, je l'appelle et elle est hyper de très très bons conseils, donc c'est quand même très pratique. Mais sinon, effectivement, je pense qu'il faut il faut prévenir son veto habituel et pouvoir être en communication avec assez facilement quand même. Moi, je dirais aussi, tu disais garder contact avec son veto, ne pas hésiter à lui demander tous les signes cliniques, à essayer de faire une petite checklist de tous les signes cliniques qui peuvent être significatifs par rapport à une nutrition pas adaptée, j'ai mal à la patte, ou mon chien il a tel comportement, il pleure, il reste en boule, il est Oui, apathique, qu'est-ce que ça signifierait? Voilà. Essayer de se faire un petit aide-mémoire là-dessus. ou alors le savoir déjà, mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il fallait une bonne communication, enfin une bonne connexion et une bonne connaissance de son chien, c'est que il faut savoir s'il y a un petit souci quelque part, c'est pas toujours, ça clignote pas toujours quoi, donc il faut être Ouais. quand même capable de les repérer. Et ouais, dans les anecdotes pas rigolotes qu'on a eues, en Croatie, il y a eu une tempête et on s'est retrouvés bloqués dans un B&B. Et en fait, Enzo, je sais pas ce qui s'est passé, on était au premier étage et en fait, au lieu de faire le tour de la maison pour descendre comme on faisait tous les jours, il a sauté dans le vide. Il a pas vu qu'il y avait le vide et il a fait une chute de 3 mètres. Et du coup, je me suis retrouvée en Croatie, au milieu d'une tempête, à pas pouvoir bouger, avec mon chien qui venait de tomber de 3 mètres de haut et qui était vraiment pas bien. Et là, on peut pas, en fait, il n'y a pas de solution pour aller chez le vétérinaire. Donc, il faut être capable de surveiller soi-même, de faire une auscultation, d'avoir son veto, effectivement, à côté pour savoir les signes d'alerte. Et ça, ça a été compliqué à vivre. Je veux bien le croire, parce que j'ai vécu la même chose ici. donc ouais. Ok. Et ouais, non, moi, Charlie est resté paralysé 3 jours, par exemple, après ça. Donc, ouais. Waouh! Ouais. Ah oui, ouais, je pense que ça aurait été terrible, ça, s'il y Mm. avait une paralysie. Waouh! Ouais, non, Ouais, je sais clair. pas, je sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Non, mais c'est pas mais comme c'est ça vrai que ça s'est que passé. je pense que c'est un gros point, hein. C'est comme l'alimentation. Enfin, comment on gère s'il y a un problème, comment on gère pour le nourrir tous les jours correctement, je pense que c'est Ouais, effectivement des grosses questions à se poser avant d'y aller, quoi. tout à fait. Et du coup, pour les vaccins, la rage, pour toute l'Europe. Ouais. Et sinon, ouais, il y a un site qui est pas mal, qui reprend tous les différents, les spécificités dans le monde Ah. des différentes vaccinations, des différents, parce qu'il y a des prises de sang, par exemple au Maroc, je sais qu'il faut des sérologies pour de la rage pour rentrer, pour sortir du Maroc. D'accord. Donc en fonction, et ça répertorie tout ce qu'il faut et c'est à jour normalement. C'est pareil pour les pays, la Norvège, je crois, ou la Suède. C'est pour ça que je j'ai pas les infos précises, mais il faut certains types de vermifugation avant d'y aller. Et il faut que ce soit fait par un vétérinaire, que ce soit tant de temps avant d'y aller, enfin c'est très précis. Et du coup ça reprend tout, ce site-là il reprend tout. Et c'est pas mal parce qu'en fait on peut effectivement pas faire tout et n'importe quoi. Ça s'appelle Anivet Voyage. Ok. Et normalement c'est fait par des vétos et c'est pas mal. D'accord, ok. Bah, je mettrai ça dans les barres d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est bon à prendre. Ok. Et si, dans les conseils médicaux que je pourrais conseiller, c'est quand même de faire un bilan sanguin avant de partir. Parce que s'il y a un gros problème, il va probablement se voir pendant le voyage, donc c'est bien d'anticiper. Et puis moi, je conseillerais une séance d'ostéo avant le voyage Ouais. et une séance d'ostéo après le voyage. Parce que mine de rien, physiquement quand même, c'est traumatique. Et moi, désolé, on a trop de trucs à dire, mais Non. apprenez à reconnaître les bons cacas des mauvais cacas de votre chien. Ouais. Très important Ouais. de l'étude des selles et l'étude de la quantité d'urine produite par le chien, parce que Ouais. l'élimination, c'est vraiment ultra Et significatif. ça, c'est pour tous les jours. En fait. Je Ouais, pense bah, que c'est le pas un premier conseil signe que de pour bonne le santé, voyage. hein, de toute façon. Oui. C'est ça, hein, ouais. Ok. Et c'est pas que le poil. Ouais. Les chiens se réfèrent au poil. Bon, voilà. Le poil, les cacas, les gencives. Mm. On va passer du coup à la partie conseil. Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans ce voyage? Il y en a plus qu'une. Déjà, peut-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de Tokyo Port. Vraiment, si on m'avait dit que c'était si simple, je pense qu'on l'aurait fait tout de suite et ça nous aurait soulagé pas mal de détours aussi pour trouver de la flotte, alors qu'en fait, il y en a partout de l'eau. Donc ça ouais, je pense que c'est un bon conseil et peut-être aussi mais ça, c'est une expérience qu'on découvre soi-même, mais de se dire que si en fait on a un refus, ben c'est même une bonne nouvelle parce que ça va être la porte d'après qui va être la bonne porte et ça va être la belle rencontre qui va être derrière. Et du coup, presque être content en fait. Nous, c'était ça à la fin, c'est on avait des refus, on disait ok, c'est pas grave, viens, on va rencontrer la prochaine personne qui va être celle qui va être sympa pour ce soir. Non,
Un bon GPS, je pense. On est parti un peu en n'ayant pas de GPS et je conseille quand même d'avoir, pour pas passer sur des routes dangereuses, d'avoir un GPS adapté au vélo et pour pouvoir voir un peu en amont par où on passe. Parce qu'on s'est fait quelques petites frayeurs quand même et on a quand même un grand pactage avec le chien à l'arrière. Même s'il y a beaucoup de lumière et tout ça pour le voir, il y a un drapeau, il y a tout ça, mais des fois les automobilistes passent près, donc c'est bien d'avoir un bon GPS pour savoir, pour éviter les énormes axes dangereux. Peut-être aussi le rythme. Moi j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'en fait 100 km par jour c'était trop et qu'il fallait apprendre à prendre son temps et être plus souple et vraiment s'adapter au chien et en fait, juste vraiment prendre son temps et si on n'a pas envie de se lever à 8 heures du matin et qu'on a envie de se lever à 11, bon, à moins qu'on se fasse déloger parce qu'en camping sauvage, ça peut arriver. Mais sinon ouais, prendre son temps en fait, profiter de l'expérience plus que rusher en fait. Et prévoir large en fait. Si on prévoit un voyage de 3 mois, avoir de la marge de manœuvre autour en fait. Est-ce que vous avez mis plus longtemps que ce que vous aviez prévu? Non, on avait prévu 3 mois à peu près, donc on a fait un peu plus, mais on savait pas trop. À un moment donné, on s'est dit, ouais, on part pour 6 mois. En fin de compte, non, on part pas pour 6 mois. C'était très bien 3. Mais on n'avait pas trop de timing, on s'était dit qu'on verrait. On n'avait rien qui nous pressait à rentrer, donc Ok. voilà. Moi, ce que j'aurais bien aimé savoir avant le départ, c'est... en fait, il y a eu une grande discussion avec Sarah, même plusieurs en fait, par rapport à est-ce qu'on prend le chien ou pas pour faire le voyage. Ouais. Moi, comme en plus, du coup, on n'est pas du coup cycliste, j'avais de fortes appréhensions à faire ce voyage, surtout quand je voyais les dénivelés qu'il y avait au Cap Nord, enfin pour rejoindre le Cap Nord. Ça monte beaucoup, donc j'étais pas du tout serein à l'idée de devoir porter le chien et tous les bagages. Donc au début, on était parti du principe de pas le prendre avec nous. Finalement, elle est revenue à la charge. Je sais pas si on peut appeler ça convaincre, mais en tout cas, elle a obligé, Imposé peut-être, imposé c'était à prendre plus le le chien. terme. Mais 3 mois Et en sur son fait, chien quand même. Bah oui, hein, ah, voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord, j'entends. Et en fait, je pense que on s'est laissé, je crois, jusqu'à Lisieux ou un truc comme ça, Ouais. de Brest à Lisieux, pour décider si c'était possible ou pas. Et ce que j'aurais bien aimé savoir, en fait, au départ, c'est que oui, c'est possible. En fait, nous, on n'est pas plus sportifs que les autres, on n'a pas d'entraînement particulier, mais en fait, c'est possible. Même avec un chien de 35 kilos, même avec plein de bagages. C'est possible. Il faut juste peut-être repenser les conditions du voyage. Il faut peut-être repenser le rythme du voyage. Mais en fait, tout est possible. On peut aller au Cap Nord avec son chien de 35 kilos. Alors, si ça nécessite, dans les grandes montées, de le faire descendre de la chariote et de pousser son vélo à côté, et bah, si c'est ça le prix à payer pour emmener son chien, et bah, tu le fais. Voilà. Mais c'est possible. Alors, ouais, moi, quand même, de base, c'est moi qui, je suis un peu fière, et du coup, je dis, je m'en fous, j'emmène mon chien, je porte mon chien, et donc j'ai porté mon chien une journée. Euh, voilà, waouh. Et en fait, on avait beaucoup de bagages au début, beaucoup trop, qu'on a renvoyé au fur et à mesure. Ouais. Et ça, pour le prochain voyage, on aura une tente plus light, on aura des choses plus adaptées. Et du coup, moi, dans les montées, parfois, je me faisais tirer en arrière, en fait, mon vélo, il repartait en arrière. Donc, ouais, donc faut quand même être prêt, effectivement, à descendre et à pousser son vélo. Et c'est arrivé qu'on pousse les vélos à deux, en fait, même. Bien sûr. On a des vidéos, nous, en Croatie, en train de faire courir le chien et de pousser le vélo à deux pour réussir à faire monter dans une côte à, je sais pas, à 20% au moins. Ouais. Wow. Mais en tout cas, c'est qu'une question d'organisation, de logistique et surtout de motivation en fait. Parce que les muscles, on les a au bout d'un moment, hein, c'est la force des choses. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes revenu avec des cuisses énormes ou comment ça se passe? On a maigri beaucoup au début. C'est vrai? On a très fort maigri. Ouais, puis on se voyait pas en fait. Et un jour, on a été hébergé chez quelqu'un au bout de 15 jours. Et du coup, on s'est vu dans un miroir en prenant une douche. Et on s'est dit, oh putain, on a maigri. Moi, je me suis coupé la barbe et j'étais genre, oh mon dieu. Ouais, c'était fou. Et on était épuisés au début. Je pense que les premières semaines, on était physiquement épuisés. Et puis après, on a augmenté la quantité de nourriture aussi qu'on mangeait. Ouais. On n'avait pas augmenté beaucoup et après, on a augmenté. Et du coup, on a pris du muscle, on a pris du gras. Et en fait, le corps s'habitue. On n'est pas revenu plus maigre qu'au début.
non, on était bien. Un peu plus On musclé, avait des mais bons cuissots, ouais. un peu plus musclés, mais en Mm. fait, vraiment le corps s'habitue à l'effort. Ok. Pareil pour le chien. Très vite, il a aussi gagné en endurance, gagné en vivacité, en dynamisme. Il était gainé au retour, vraiment, il faisait du pilate en fait dans la chariote, je pense. Il était hyper gainé. Il avait le cucu. On regarde le cucu, il était mais un bodybuilder quoi, un bodybuilder du cucu. Et on se disait mais waouh, c'est fou quoi. Il a dû faire des squats en secret dans la chariote. C'est drôle. Parce qu'il était Ah. debout dans la remorque. Ouais, il était beaucoup debout, Ah ouais. ouais, Il d'accord. regardait ce qui se passait, et du coup, il Ouais, du devait, coup, il devait l'équilibre. contracter. Ouais, c'est marrant. C'est ça. Est-ce que vous avez des prochains projets de prévus? D'autres voyages qui arrivent avec Enzo? Prochain projet de voyage avec Zo. Bah, Pyrénées. alors oui, on aimerait bien traverser les Pyrénées à pied, Ouais. mais physiquement, je sais pas. Là, il faut qu'on le réentraîne parce que pour le coup, il a perdu en muscle, nous aussi d'ailleurs. Et mais oui, ça pourrait être sympa de faire la traversée des Pyrénées avec lui. Là, c'est pas un projet qui est imminent parce que j'ai mon vieux chat en fin de vie, donc j'ai envie de passer du temps avec elle. Mhm. Mais du coup, on a quand même un camping-car, donc on voyage quand même un peu en camping-car. Et puis peut-être un jour monter au Cap Nord. Peut-être l'année prochaine monter au Cap Nord à vélo. Faudra le faire J'aimerais quand bien même. quand même le faire. Bah, il va falloir le faire. Donc ouais, ça ce serait chouette. Et puis on parlait aussi mais ça c'est dans le projet un peu plus lointain, mais le Japon à vélo aussi, ça Ouais. nous ferait marrer. Ah ouais. Mais alors il faut voir comment emmener Enzo au Japon. Soit on y va à vélo, mais il nous faut du temps. Soit on l'emmène en avion et on voit comment ça se passe en avion avec lui, mais pour l'instant je suis pas convaincue pour l'avion. Ouais. Peut-être existe-t-il des cargos qui, de traversée en traversée, atteignent le Japon en partant de Brest ou autre. Peut-être. Écoute, le message est passé. Si auditeurs, vous qui écoutez, avez cette info, n'hésitez pas à nous écrire. Capitaine de la marine marchande, je lance un appel. Voilà. Si vous allez au Japon. Ça ce serait chouette. C'est ça. Bon après, Ouais, c'est cool. Des beaux projets qui arrivent. Je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça vous a appris, ce voyage avec votre chien? Qu'est-ce que ça a changé à votre relation? moi ça m'a appris mais je le savais déjà, mais que je peux pas voyager sans lui, que je peux pas le laisser aussi longtemps. Mais bon, ça c'est pas une nouveauté. Je pense que c'est toi qui t'as appris pas mal, ça t'a appris pas mal de choses sur qui il était, parce qu'en fait vous vous connaissiez mais un peu moins bien. Je pense que tu le connais beaucoup mieux maintenant. Ouais, déjà d'avoir à tirer le gros loulou, c'est à comprendre en fait qu'il est aussi, il est pas juste une contrainte. C'est un élément vraiment ultra significatif du voyage. C'est presque une raison d'être du voyage où quand toi t'es crevé, t'as ta conjointe partenaire qui est crevée et ça se passe pas bien, et là t'as le chien qui est genre il fait le foufou. Ça, c'est juste ça, c'est le baume au cœur quoi. C'est l'objectif de la journée, c'est de voir le chien qui fait le con dans un lac, dans un truc, c'est top. C'est vrai que ça m'a fait tenir, moi, effectivement, de l'avoir. Je pense que j'aurais tenu moins longtemps s'il n'y avait pas eu le chien. C'est mon moteur un peu, Zozo. Donc ouais, il m'a boosté pas mal. Et je pense que ça a catalysé un truc aussi, c'est que depuis que je l'ai, j'apprends à me remettre en question, parce qu'en fait, je me rends compte que toutes les difficultés que je rencontre avec lui, elles viennent pas de lui. Il a pas de malveillance, ce chien. Et c'est moi qui suis à côté de la plaque et qui interagit pas comme il faut avec. Et du coup, bah là, c'était encore plus le cas. Dès qu'il y avait une petite difficulté, ça nécessitait que je me remette en question. Alors j'ai pris le rythme, je sais faire, maintenant je me remets en question. Mais du coup, là, c'était un peu récurrent, donc c'était intéressant. Et surtout, c'est difficile dans la fatigue, dans la pression, dans toutes les difficultés du voyage, de devoir être aussi alerte et aussi continuellement bienveillant face au chien qui te dit oh, j'ai envie de sortir, j'ai quand même envie de sortir. Toi, tu es sur une route où tu galères parce qu'il y a beaucoup de voitures, ça monte très fort, tu as mal aux pattes, il pleut. Il faut que tu lui dises oui, mais en même temps, c'est normal. Il a le droit d'exprimer son truc. Parce qu'il comprend pas du tout, en fait. Il comprend pas ce qu'il fout là-dedans. Donc. Lui, il subit. Il pédale pas. Et voilà, il faut... il pédale pas. En plus il pourrait peut-être pédaler un peu. C'est ça, les conseils pour le prochain voyage, c'est lui mettre un petit vélo à l'arrière de l'autre. Quand même. Petite dynamo. Mais c'est ça, au moins comme que ça fasse dynamo, ouais, quelque chose. Que ça recharge les batteries, quoi, quand même. La bise. Donc, ça demande beaucoup de patience, de retour sur soi
Et je pense que le voyage globalement, c'est ça. C'est essayer de se comprendre mieux, de comprendre mieux les autres et de devenir une meilleure personne. Moi, il m'a appris plein de choses à ce niveau-là, effectivement. On passe beaucoup de temps tout seul, en fait, sur son vélo à penser à plein de choses. Et du coup, ça m'a fait avancer sur plein de trucs perso où j'avançais pas. Et ça fait prendre du recul et pas mal de une plus grande perspective sur les problématiques. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on est rentré, c'est qu'il fallait régler les problèmes que j'avais laissés de côté. Et C'est beau. tu te moques de moi. Mais c'est vrai. Donc ouais, moi ça a pris plein de trucs, j'ai adoré ce voyage et j'ai hâte de repartir à vélo. Ouais. C'est trop cool, ça donne vraiment... C'est hyper inspirant ce que vous nous racontez là. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos éditeurs ? Ouais, moi j'ai eu pas mal de conseils d'une voyageuse qui s'appelle Amandine Lambert, qui est partie avec Djali, son chien qui nous a quittés là il y a quelques mois, mais elle est partie au Cap Nord justement, et je crois qu'elle a beaucoup voyagé. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Voyage sous la constellation du chien, et elle a un blog. Alors j'avoue que j'ai pas encore lu le livre, mais en tout cas je pense qu'il est intéressant parce qu'il doit y avoir plein de conseils sympas à prendre dedans, et sur son blog il y a plein de trucs. Et puis elle est accessible, donc elle a plein de bons conseils à donner. Et aussi, c'est une personne qui a un blog qui s'appelle Mélanie, et son blog s'appelle Le Chien Voyageur. Elle a un Insta aussi, où elle publie des conseils sur comment voyager avec son chien, où est-ce qu'on peut prendre le chien, où est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il y a des conditions. Donc ça, c'est pas mal. On a fait un article sur son site qui reprend un peu les infos aussi. Et donc ouais, je conseillerais ça peut-être. Ok, voilà. Ça marche. Bon, bah trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos prochaines aventures ? Moi, je publie sur Instagram, sur mon compte perso, qui doit s'appeler s.lou.lou. Ouais. C'est pas un truc très, très pro, mais c'est sympa parce que du coup, quand on voyage, nos familles nous suivent et nos copains nous suivent. Donc, s'ils veulent suivre, on publie pas mal de trucs là-dessus. Et puis, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre et qui pourraient correspondre à ce qu'on expliquait sans étayer là dans le podcast, je pense que tu te ferais un plaisir de répondre aux questions s'il peut y en avoir. Souvent, j'ai des questions et du coup, je prends le temps d'y répondre, donc ouais, carrément. Ok, ça marche. Et je ferai relais de questions si besoin. Ça marche. Oui. Ok. Et bah, merci beaucoup à tous les deux, Sarah et Pierrick. Merci beaucoup d'être venus sur la niche nous raconter tout ça. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Plaisir. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Sarah et Pierrick et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @s.lou.lou et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater de nos aventures et des prochains épisodes qui arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!